Je, je suis très, très heureuse, chers amis de Vandenbourg, de pouvoir parler dans ce Zoom grâce à Diederik, que je remercie ici. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver et de pouvoir parler de vive voix un peu plus tard. Mais enfin, cette année, nous traitons la question qui a été donnée, c'est promesses et périls des droits de l'homme au temps de la communauté. Et pourquoi nous ne sommes plus au temps de la communauté? Pourtant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de revenir d'une autre manière différente au temps de la communauté. Et donc la question des droits de l'homme se pose. Est-ce que les droits de l'homme peuvent se concrétiser sous le règne de la communauté, alors que justement les droits de l'homme avaient surgi avec la suppression des communautés? Ils n'avaient pu surgir que comme ça. Il faut donc tenter de répondre à cette question en montrant quelle sorte de communautés sont celles qui ressurgissent, sur quel décombre, parce que c'est comme ça que ça se passe, et si les droits de l'homme peuvent s'intégrer dans ces sociétés que nous connaissons. Alors je voudrais tenter de montrer ici plusieurs choses. D'abord, la concrétisation des droits de l'homme est prise à son propre piège, elle s'extrémise et elle se noie en son contraire, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle engendre l'individualisme excessif, lequel engendre le communautarisme. Et justement, la mission était justement de défaire le communautarisme. Autrement dit, il y a une sorte de piège. Alors finalement, la seule concrétisation durable et stable des droits de l'homme, ce serait un individualisme maîtrisé. Alors, je commence par le début. Les droits de l'homme, c'est une affaire moderne. Ils apparaissent avec le démantèlement des sociétés holistes, des sociétés organiques, comme on disait, dans lesquelles chacun tenait un rôle différent au sein des hiérarchies naturelles, traditionnelles. Par définition, les droits de l'homme individualisent les sociétés, puisqu'ils confèrent des droits égaux à des individus différents. Et au fond, les droits de l'homme démantèlent les rôles pour faire place de plus en plus aux fonctions. Les rôles sont remplacés par les fonctions. Les droits de l'homme se déploient avec la modernité, autrement dit, avec la suppression des corporations, de tous les groupes corporatifs que le Moyen-Âge appelait universitates, et puis aussi des familles élargies, des grandes familles. Il signifie la fin des autorités, la fin des inégalités de naissance et de rang. C'est pourquoi, par exemple, les déclarations des droits de l'homme islamiques, il y en a plusieurs même, qui intègrent les droits de l'homme dans les sociétés de l'islam, nantis de toute leur hiérarchie, sont en fait des balivernes, qui n'ont été écrites d'ailleurs que pour plaire à l'Occident, mais j'y reviendrai si j'ai le temps. Alors, ça ne signifie pas qu'avant l'époque moderne, il n'y a pas eu de respect de l'individu, ni de liberté de l'individu. Mais l'individu, à ce moment-là, était respecté dans ses communautés et à travers ces communautés. La liberté de l'individu était située, c'est-à-dire qu'elle était relative à une situation. Elle n'était jamais absolue. L'individu était jugé digne ontologiquement, selon les croyances de la chrétienté. Et cependant, cette dignité ontologique ne signifiait pas une égalité de traitement, mais un respect de la personne. Pour me faire comprendre, je donne un exemple. Un exemple qui est tiré d'un livre de Saint-Exupéry. Il raconte ça, je crois, dans Vol de nuit, ce serait facile de retrouver la référence. Sur le navire, le capitaine descend dans la cale pour voir le soutier qui surveillait son travail. Il salue le soutier avec respect. Pourquoi? Parce que le capitaine et le soutier sont tous les deux des personnes. Autrement dit, c'est Saint-Exupéry qui parle, ils sont des ambassadeurs de Dieu. Et on n'humilie pas un ambassadeur, on respecte un ambassadeur. Mais pourtant, le capitaine n'aurait jamais l'idée d'échanger sa place contre celle du soutier par souci d'égalité. Je reprendrai cet exemple tout à l'heure. C'est une chose de respecter la personne du soutier et de ne pas vouloir échanger la place. Je reprendrai l'exemple tout à l'heure pour montrer la différence avec l'âge actuel. Le respect ontologique, donc celui qu'on voit dans cet exemple, était déjà tout individuel. Chaque être humain, sous la chrétienté,
est considérée comme une substance singulière, sacrée, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. L'avènement des droits de l'homme à l'époque moderne, c'est le passage du respect ontologique à la dignité sociale. C'est au fond la suite. Le holisme européen, les sociétés organiques de l'Europe de l'époque, considéraient les membres de la société comme des personnes, parce qu'on était en Europe, en Occident, donc des unités singulières dont le destin se jouait dans la relation aux autres. Mais les personnes ne deviennent des sujets autonomes qu'avec la modernité. La société holiste, par exemple, décrite par Althusius, grand auteur du XVIIe, impose les finalités. N'imagine pas, par exemple, la possibilité de l'opinion personnelle. Il n'y a pas d'opinion personnelle dans la société d'Althusius. Par exemple, dans la société décrite par Althusius, on est obligé d'être chrétien. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de l'athéisme, par exemple. Seuls les droits de l'homme moderne vont conférer à l'individu un statut de sujet autonome. Et, du moins c'est mon opinion, ils avancent dans la concrétisation de l'égalité et de la dignité personnelle qui était donnée au temps de l'Évangile comme une promesse. Au temps de l'Évangile, la dignité, l'égalité personnelle était donnée, mais était donnée comme une promesse. Quand saint Paul dit « il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre », ça ne veut pas dire qu'il veut supprimer l'esclavage ou qu'il veut permettre aux femmes de faire la même chose que les hommes. Non, c'est une promesse. Et cette promesse, elle va se développer au cours de l'histoire. C'est pourquoi, pour ma part, on n'est pas forcément d'accord avec moi, mais j'inscris les droits de l'homme dans le dessin historique de l'Évangile. À mon avis, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Alors, deuxième point, on assiste en Occident, pendant les 2 siècles qui suivent l'avènement des droits, et surtout pendant les 50 dernières années, c'est-à-dire au fond depuis la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus, on assiste à une espèce de surenchère des droits, de débordement des droits. Ceux-ci vont, pour ainsi dire, sortir de leur lit, comme un fleuve qui sort de son lit, ou sortir de leurs limites anthropologiques. Et ils en viennent à traduire une totale liberté pour le sujet d'acquérir ou de devenir ce dont il a envie. Les droits étaient fondés auparavant sur des caractères et sur des qualités, et ils en viennent à être fondés sur des désirs et sur des caprices. C'est qu'entre-temps, toute l'anthropologie traditionnelle, qui était entièrement fondée sur la chrétienté à l'époque, s'est effondrée avec la chrétienté. Les limites des droits n'ont donc plus de raison d'être. Toutes les limites se sont effondrées. C'est ce que j'appelle le lit du fleuve. Alors, les droits en viennent à faire valoir ce qu'on peut appeler un narcissisme individuel, dont on sait que lorsqu'il est seul au monde, il entraîne la personnalité dans l'abîme. La liberté elle-même perd son sens. Et cela date déjà de la saison révolutionnaire. Alors, très important, vous vous souvenez, l'adage de la saison révolutionnaire est resté le nôtre. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il faut penser à la folie de cette affirmation. Une affirmation folle qui nous mène directement au narcissisme. Le narcissisme sacralisé et à la guerre de tous contre tous. J'enfonce mon couteau jusqu'au moment où je trouve la liberté de l'autre. Selon la philosophie de la personne que je défends, que nous défendons, ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Autrement dit, là où commencent les limites que je m'impose. Sinon, je ne suis même plus un sujet, je suis une sorte de zombie égotiste. Alors, les droits n'ont pas été subvertis seulement par le narcissisme, mais aussi par l'égalitarisme tourné en obsession et dépourvu, lui aussi, de toute limite. Dans la fable du capitaine et du soutier, fable racontée par Saint-Exupéry, on ne se contente plus aujourd'hui d'exiger du capitaine le respect pour le soutier, c'est parfaitement normal, mais on prétend que la différence de rang n'est pas juste, ni l'autorité qu'exerce le capitaine sur le soutier. Après avoir, au nom des droits de l'homme, aboli les inégalités de tradition et de naissance, on met en cause les inégalités de mérite et on instaure, par exemple, le système des quotas. Par ailleurs, toute notion de rôle est abolie au bénéfice des fonctions.
Chacun est censé capable d'occuper toutes les fonctions. Il s'agit là d'une démesure des droits, ou si l'on veut, d'une bacchanale des droits. Je dirais plutôt une bacchanale des droits. Dans la réalité, il n'existe pas seulement des fonctions, mais il existe aussi des rôles. Quand je suis une mère de famille, c'est un rôle. Personne ne peut prendre ma place. Il existe des soubassements anthropologiques à l'existence humaine. À ce titre, par exemple, ce ne devrait pas être un droit de l'homme que de pouvoir subvertir la filiation. Il existe des soubassements aussi, non pas seulement à l'anthropologie, mais à l'anthropologie culturelle, qui est encore un peu différent. Par exemple, ce ne devrait pas être un droit de l'homme que de procréer volontairement des enfants sans père. Pourquoi ? Parce que la liberté individuelle, qui est importante en Occident, et la responsabilité individuelle, qui est importante en Occident et que nous défendons, exige l'existence d'un père. On peut se passer d'un père si on n'a pas besoin de liberté. Et si on veut la liberté, il faut avoir un père. C'est une autre affaire. Autrement dit, l'enflure des droits finit par susciter l'avènement de sociétés qui sont des collections d'individus narcissiques et tout-puissants. Il leur manque les liens dont on les a privés pour les libérer. On a coupé les liens pour libérer les individus. Mais aucun de nous ne peut vivre sans lien. Je veux dire que aucun d'entre nous n'est une île. Nous ne sommes pas une île. D'où la réapparition des communautés. Parce qu'on a brisé les référents communs, par souci de liberté individuelle, eh bien les communautés qui se recréent vont le faire autour des caractéristiques particulières. J'en viens aux nouvelles communautés. Les sociétés individualistes ont laissé un goût amer. Pourquoi ? Parce qu'aucun d'entre nous n'est une île. Nous traiter comme une île ne fait que susciter notre désir de lien. Nous avons besoin de lien. Et dès lors, l'être humain va tenter de reformer des communautés avec une frénésie croissante. Hannah Arendt avait bien décrit cette volonté ardente d'appartenir à plus grand que soi, à un groupe, d'appartenir à un groupe quel qu'il soit. Elle écrivait, je cite, « Cet homme aurait appartenu à n'importe quoi pour appartenir à quelque chose. Il était prêt à endosser le rôle du traître pourvu qu'il joue. Pourvu qu'il joue. Il était prêt à être le traître pourvu qu'il soit dans un groupe, n'importe quel groupe, même le traître du groupe. C'était très bien vu. Pourtant, les communautés ne peuvent pas se recréer comme auparavant, puisqu'il n'y a plus de hiérarchie. Ce ne peuvent plus être des corporations hiérarchiques, puisque l'égalitarisme individualiste a supprimé les hiérarchies. Ce ne peuvent plus être des groupes de convictions, idéologiques ou autres, ou religieuses, puisque les convictions ont mauvaise presse après la déception du XXe siècle. Et donc on va créer, à l'époque présente, postmoderne, des communautés égalitaires fondées sur les identités. Les communautés ne recèlent plus une eschatologie, une vision à long terme, comme les anciens partis par exemple, mais elles ne sont plus eschatologiques, elles sont archéologiques. Ce sont des communautés de femmes, de gays, de latinos, par exemple. Ainsi apparaissent, au sein des sociétés contemporaines, des exigences d'être, prêtes à défendre leur espace, et construites non plus autour des idéaux de refaçonnement social, mais autour des revendications identitaires. Les citoyens s'indigneraient de se battre pour des modèles, car les modèles n'ont plus cours. Ils luttent pour des modalités d'existence, des façons d'exister. Notre société est habitée par une collection de groupes dont chacun revendique son droit à la reconnaissance. Ces groupes sont construits tantôt sur des identités biologiques, par exemple des femmes, comportementales, des gays, ethniques, des latinos, par exemple, statutaires, ou tantôt autour de convictions ou d'idéaux qui sont devenus plus rares, mais qui s'abstiennent de faire du prosélytisme. Les convictions n'ont pas complètement été perdues, mais la croyance qui les accroche ne signifie plus grand-chose. Par exemple, un groupe peut se dire protestant ou catholique, mais ce ne sera plus pour diffuser partout la bonne nouvelle avec un grand B, un grand N, non.
Ce sera seulement pour affirmer son identité, ce qui est un peu différent. Autrement dit, les vérités de représentation qui annonçaient les visions du monde, les visions de la vie, être protestant, être conservateur, être socialiste, être communiste, ont plus ou moins disparu et sont apparues des vérités d'être. Quand il subsiste un discours universel de vérité, il demeure au service de l'individu qui a besoin d'un marquage. Mais ce n'est plus l'individu qui se donne pour un messager d'une vérité. Il n'est plus au service de la vérité, comme c'était le cas encore il y a 50 ans. Autrement dit, il s'est produit dans la compréhension même de ce qu'on appelle le sens de l'existence, un renversement des finalités. Tout se passe comme si l'individu souverain, en apercevant qu'il est vide, qu'il est creux et qu'il n'a plus de nom, essaye de désigner une référence extérieure à lui, colle sur son front une étiquette pour annoncer cette référence afin de posséder un nom. Je suis gay, je suis femme, je suis latino. Il est vrai qu'il est devenu difficile de faire du prosélytisme. Je rappelle ce texte de Simone de Beauvoir qui, dans un de ses romans, faisait dire à l'un de ses personnages comment vous défendez une cause, mais on n'est pas province à ce point. Une cause, c'est ridicule de défendre une cause. On ne fait plus ça. Les messages universels sont donc instrumentalisés au service des individus et des groupes identitaires, avec l'espoir que la paix sociale sera la conséquence de l'effacement de ces idéaux. Alors, si chaque groupe se contente d'assumer son identité sans jamais vouloir l'imposer aux autres, on peut penser qu'il en résultera une entente sociale qui ressemblerait à une sorte d'agrément de gentleman. Comme si l'ère des combats religieux et idéologiques laissait sa place à une tolérance durable, rendue possible par le relativisme. Aucun groupe ne détient la vérité plus qu'un autre, mais chacun défend son précaré. Or, la multiplicité de ces discours relatifs n'apporte pas la paix, parce que le relativisme est naturellement intolérant. Il ignore le fondement du discours. C'est sur le fondement du discours que peut s'établir une parole. Autrement dit, nous passons d'un type de querelle à une autre. Nous passons de la lutte des universels à la lutte des particuliers. Dans la société présente, on ne s'invective plus au nom des idéologies, mais on s'invective au nom des identités. Les individus se regroupent autour de leurs préférences pour tel mode de vie, de leur appartenance culturelle ou leur statut de victime historique à revendiquer. Autrement dit, je ne suis plus un adepte du grand soir, mais je suis jeune, basque, protecteur de la nature, ce qui donne évidemment une pensée de clocher, de forteresse, une manière de s'agripper à soi-même, une survalorisation de la vérité d'être, un esprit provincial et dédaigneux de l'intérieur, de l'extérieur. Une sorte d'idéologie, ce qu'on appelle la jalousie, au sens du garder pour soi, de l'épargne, de la sauvegarde de soi. Alors, la valorisation des particularités ne traduit pas une nouvelle manière d'être ensemble, mais c'est simplement une projection sociale de l'individualisme, comme une projection. Les groupes ne sont pas des communautés de gens différents et complémentaires, chacun travaillant l'intérêt commun, dans la mesure de ses moyens propres, comme les communautés d'autrefois, mais ils sont plutôt des collectifs, autrement dit des essaims d'individus semblables, comme des essaims d'abeilles, unis pour défendre un point d'identité qui constitue leur lieu de rencontre, et qui peut être toutes sortes de choses différentes. En ce sens, ces collectifs ne sont que des échos et des reflets, au niveau social, du narcissisme individuel. Ils visent à renforcer, par la puissance du nombre agglutiné des mêmes, les volontés propres de l'individu. Mais il ne s'agit pas d'une société. Alors, les droits de l'homme, là au milieu. Les droits de l'homme reposent sur des caractéristiques de l'être humain universel. Nous autres occidentaux, nous sommes convaincus que l'être humain a des droits parce qu'il pense, parce qu'il a des opinions, parce qu'il est rationnel, parce qu'il veut son autonomie et sa liberté.
et parce qu'il a une dignité sacrée, surtout si nous sommes chrétiens. Il s'agit là de caractéristiques universelles, d'après nous. Et à ce titre, les droits de l'homme n'ont de sens que s'ils concernent tous les humains. C'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, les déclarations des droits de l'homme proclamées par les pays musulmans, qui s'intitulent Déclaration islamique des droits de l'homme, sont des oxymores. Il n'y a pas de droits de l'homme des musulmans. Il n'y a pas de droits de l'homme des Français, des droits de l'homme de tous, ou pas du tout. Donc, les droits de l'homme concernent tous les humains ou n'existent tout simplement pas. Ils ont été inventés dans un cadre anthropologique général, et non pas dans un cadre d'anthropologie culturelle. Alors, la question des droits de l'homme se pose tout particulièrement dans les sociétés actuelles, dont les individus sont regroupés en communautés identitaires. Parce que les communautés en question réclament des droits relatés à leur situation, à leur histoire, à leur identité. Ils réclament l'action affirmative, c'est-à-dire des privilèges dus à leur propre identité. Autrement dit, je rappelle, privilège, en latin, ça vient du latin, privata leges, des lois privées. Autrement dit, tout le contraire des droits de l'homme, qui s'appliquent à l'homme en tant qu'homme, et non pas à l'homme en tant que gay, latino ou fils d'anciens colonisés. Toutes les déshumanisations du siècle proviennent de dépréciation de la figure de l'homme. Les collectifs identitaires de l'âge contemporain réduisent encore cette figure d'une autre manière que les deux totalitarismes qui les précèdent. Ils le réduisent dans son être. Pourquoi? Parce que l'être humain représente bien davantage que ce caractère qui le catégorise. Je suis une femme et je ne suis pas seulement cela. J'ai d'autres caractéristiques. Autrement dit, l'être humain est destiné à bien davantage qu'à déployer ce seul caractère identitaire. Il est frappant de voir à quel point les collectifs identitaires dont je viens de parler, surtout quand ils estiment faire partie des victimes de l'ordre ancien, rétrécissent leur être à la portion congrue. Par exemple, des femmes ou des homosexuels ne seraient rien d'autre que cela et devraient passer toute leur histoire à conjuguer l'existence selon ce seul mode d'être, en laissant de côté tout le reste. Donc le premier objectif de la société actuelle, contemporaine, est de parvenir à contenter tous les groupes les uns après les autres, à valoriser également toutes les particularités et à nourrir tous les désirs. C'est-à-dire que chacun va recevoir sa part de richesse, de pouvoir et surtout de considération, ce qu'on appelle le système des quotas. Mais surtout, chaque clan identitaire, j'appelle ça des clans, réclame des lois adaptées à sa culture, à son mode de vie. Évidemment, cette réclamation apparaît légitime à tous. S'il n'existe plus de certitude générale concernant le bien commun, ce qui est quand même le cas, les lois doivent répondre à l'expression de la spécificité des groupes. L'organisation qui se met en place est donc celle des lois privées, autrefois ce qu'on appelait les privilèges. C'est exactement d'ailleurs le contraire des droits de l'homme. Lorsque Solon, en 594 avant Jésus-Christ, a porté à l'Europe sa première législation démocratique, c'était justement pour lutter contre le système des lois privées, ce qu'on a appelé après, en latin, les privata leges. Et Solon décrit les lois privées comme des expressions de la volonté du groupe, sans fondement autre que l'identité propre. Autrement dit, des normes qui sont arbitraires, qui sont singulières, auxquelles va s'opposer la majesté de la loi. Ce que décrit Solon, c'est exactement ce que réclament nos groupes identitaires d'aujourd'hui. Les descriptions des cités grecques de cette époque racontent des luttes absolument impitoyables entre les différents groupes identitaires. Chacun arguant de son statut, j'ai droit à ceci, le plus fort écrasant le faible. Solon écrit, il faut s'en souvenir, j'étais là comme un loup au milieu d'une meute de chiens. Eh bien, la société de la modernité tardive d'aujourd'hui est précisément en train de parcourir à l'envers le chemin de Solon, de revenir à la situation d'avant Solon. Ayant effacé les messages universels, elle ne sait plus sur quoi fonder la loi. Elle n'a donc plus aucune raison
de ne pas satisfaire les groupes identitaires différents qui réclament des lois particulières. Je mets loi entre guillemets parce qu'une loi particulière n'est justement pas une loi. Aujourd'hui, le système des quotas, ou ce qu'on appelle l'action affirmative, visant en principe à compenser les inégalités, revient finalement à désigner chaque individu par son groupe et non pas par son mérite personnel. Par exemple, un parti politique a besoin d'une femme pour occuper une place dans une liste, ou bien une université américaine cherche un latino ou un homosexuel pour tel poste. Ce que l'on revendique ici, c'est au-delà du mérite personnel, une égalité qui passe par l'identification au groupe, et dans laquelle l'autonomie du sujet diminue considérablement dans tous les cas. Je peux revendiquer tel rang parce que je suis une femme, de même qu'au XVIe siècle, j'aurais pu revendiquer ce rang au titre de mon nom de famille. Autrement dit, les deux cas diffèrent au regard des valeurs que chaque époque met en avant. Autrefois, le sang bleu, ce qu'on appelait le sang bleu, la famille, aujourd'hui l'égalité. Mais ici et là, les capacités et les mérites de la personne ne sont pas les critères dominants d'acquisition des responsabilités sociales. Tout ça est finalement extraordinaire quand on y pense. L'action affirmative ne respecte l'autonomie du sujet que si elle propose aux défavorisés des conditions qui leur permettent de développer leur autonomie, ce qui souvent n'est pas le cas. Les droits de l'homme héritent dans leur principe de la loi de Platon. Platon disait « la loi se réfère à l'universel ». Elle recherche le bien de tous, qui n'est pas l'addition des biens particuliers. Mais c'est quelque chose qui s'apparente, de très loin peut-être, de façon humaine et médiocre, au bien en soi, ce que Platon appelait le bien en soi. Il disait, je cite, « ce qu'il y a en nous de principe immortel ». Eh bien, les droits de l'homme doivent surmonter les volontés identitaires, répondre à un universel, sinon ils ne peuvent pas exister en tant que tels. Une société ne saurait se constituer d'une addition de groupes identitaires qui chassent chacun sur ses terres. Elle repose sur un arrière-fond de référence où les individus et le groupe se reconnaissent au-delà de leurs différences. Un peu comme des plantes aquatiques qui sont lestées par leurs racines et sinon qui flottent sur la vague et qui vont se disperser. La société est constituée de différences qui sont liées par un fondement, autrement dit par des certitudes qui concernent l'existence humaine et qui concernent les voies du bonheur, si on veut. Le vivre ensemble exige une idée partagée sur les meilleures manières de vivre, ce qui suppose une interprétation commune concernant les besoins humains et les finalités humaines. Autrement dit, pour demeurer ensemble, il ne suffit pas de proclamer à chacun sa vie et honni soit qui mal y pense. Ça ne marche pas comme ça. L'être humain ne peut pas donner un sens à sa vie à partir de sa seule identité biologique, générique, sexuelle, comportementale, tout ce qu'on veut. Revendiquer mon identité de femme, d'adepte de la vie bio, ça ne donne pas un sens à ma vie. Sauf évidemment si nous vivions dans un régime terroriste où cette identité se trouve bafouée. Là, évidemment, les choses deviennent différentes. Mais ce n'est pas le cas. Les identités qui sont ici défendues ne sont pas interdites. Je ne suis pas interdite d'être moi-même. Alors, je terminerai très rapidement, mais il faudrait d'autres moments. Je terminerai en disant que l'individualisme extrême de l'âge moderne a finalement dévalorisé les droits de l'homme en les rattachant à un individu irresponsable, réduit à ses volontés, des volontés si étroites et si temporaires surtout, qu'on dirait plutôt des caprices. Évidemment, on peut discuter les termes. Mais quand c'est si étroit et si temporaire, ça ressemble plutôt à des caprices. Mais l'individualisme collectif de la postmodernité, alors, de l'époque actuelle, c'est l'individualisme collectif des identités forteresses, celui que nous avons sous les yeux, ne répond pas non plus à l'exigence des droits de l'homme, parce qu'il met l'accent davantage sur les cultures diverses que sur le propre de l'homme. Alors, je crois que, pour terminer, les droits de l'homme ne sauraient se concrétiser que sous un individualisme maîtrisé. Dans les sociétés, des sociétés qui considèrent l'être humain comme un individu responsable, c'est notre cas, établi dans le temps et dans l'espace, autrement dit, un être humain, nous considérons comme une personne dont la liberté s'arrête là où commence sa responsabilité. Je pense que c'est ce type de société dans laquelle les droits de l'homme peuvent s'appliquer. Je vous remercie.
Merci.